Alors, on peut estimer le nombre de médecins français œuvrant dans l'administration publique au sens général à environ 5%, soit une cinquantaine de personnes. Alors, c'est vraiment une estimation parce qu'en fait, on n'a pas d'études ou de chiffrage entre l'activité professionnelle des médecins, dans quel type d'administration ils travaillent. Je détaillerai un peu plus ensuite. Euh, alors, donc ça, c'est pour les médecins. Hein. Mais il est certain qu'il y a un nombre de surdoués qui travaillent dans l'administration beaucoup plus important. Hein. Et ça soulève un certain nombre de questions que je vais lister ensuite. Je passe la parole à Florence qui va donc interpréter cette intervention. Je la remercie. Voilà, alors, sont-ils visibles? Je m'étais posé cette question. Hein, sont-ils visibles? Bon, on a déjà répondu, donc, hein, environ 5%. Une autre question était, y agissent-ils en surdoué? Hein, c'est-à-dire, voilà, comment le surdoué peut agir au sein de l'administration. Voilà, la question reste posée, hein, on pourrait essayer d'y répondre. Alors, une autre question, c'est est-ce que leurs fonctions correspondent réellement à leur capacité, hein, capacité intellectuelle, à leur potentiel intellectuel. Deuxième question, on verra quel type de réponse on peut y apporter. Alors, il y a quand même un point qui est les conditions du recrutement dans l'administration ou dans la fonction publique au plus haut niveau qui se font le plus souvent par concours, mais aussi sur titre universitaire ou diplôme scolaire de différents niveaux. Et alors, ce type de recrutement laisserait supposer qu'on a affaire à des surdoués, hein, c'est-à-dire les meilleurs éléments réussissant les différents concours de différents niveaux, et donc a priori ce serait des surdoués. Enfin, une question beaucoup plus générale et peut-être encore plus difficile, qui est de quel type d'intelligence ont besoin les services publics, l'administration et l'administration publique. En clair, est-ce que vraiment l'administration, pour bien fonctionner, a besoin de recruter des surdoués? Et enfin, ça c'était une demande particulière de Thierry Brunel, dont voulait que je vous parle un peu de l'ENA, hein, des énarques, heures et malheurs des énarques et des hauts fonctionnaires en général dans l'administration, ces derniers étant considérés aussi comme des surdoués de l'administration et constituant un groupe, hein, une catégorie particulière. Hein, donc on pourra en parler un petit peu. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Alors en réalité, donc c'est un petit peu là une étude sociologique des surdoués dans l'administration en général. On pourrait d'ailleurs l'étendre à l'administration des affaires, enfin du secteur de la société civile ou du secteur privé. Ça pourrait être également un sujet. En ce qui concerne l'administration publique, bon, on n'a pas véritablement d'études là-dessus, où ça n'a, semble-t-il, jamais été jugé utile de réaliser de telles études, et ce serait sans doute assez difficile à faire. Les médecins travaillant dans l'administration que je connais travaillent principalement dans l'éducation et la recherche, hein, sont donc des enseignants ou des chercheurs, et aussi dans
dans des ministères, bon, diverses institutions. Alors pour commencer, il y a quand même un point intéressant à remarquer pour de possibles liens entre Mensa et l'administration, et c'est une date. Cette date, c'est 1946. Vous savez que 1946, c'est la date de création de Mensa en Angleterre. On connaît les origines. 1946, c'est aussi la date de création de l'ENA. En fait, le décret est de 1945, mais c'est à partir de 1946 que les premières générations de hauts fonctionnaires de l'ENA vont donc exercer leurs activités dans l'administration publique. Voilà, c'est important de souligner ça, je préciserai un peu plus après. Car en réalité, on a un parallèle à établir entre les deux, la naissance à la fois de Mensa et de l'ENA. Je fais ce rapprochement parce que pour la création de Mensa, c'était aussi une réflexion d'après-guerre pour se dire qu'il fallait que donc les gens les plus intelligents, les plus doués, puissent participer aux affaires, à la conduite des affaires du monde, au regard de ce qui s'était passé avant, qui n'était pas très, très glorieux, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, ça, c'est du côté Mensa, tout le monde connaît cette origine, enfin, cette histoire, mais c'est important de la rappeler. Et pour l'ENA, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que des politiques, des actions sur la première moitié du XXe siècle ont pu être jugées discutables ou insuffisantes, et la nécessité est venue en France. On doit ça en particulier évidemment à la volonté du général de Gaulle, de Michel Debré qui sera son Premier ministre, et puis aussi de Maurice Thorez, un politicien français de l'après-guerre, on l'oublie souvent, de créer un corps de fonctionnaires de haut niveau qui relèverait les fonctionnaires issus de l'école de la France d'outre-mer, enfin, et en fin de compte des colonies, l'administration coloniale, enfin, pour remplacer ces fonctionnaires qui étaient chargés d'administrer à l'extérieur des pays, des territoires, et avec le début de la décolonisation, les années 50, 60, l'envie de créer une sorte de corps d'élite de l'administration pour éviter certaines dérives ou des dérives qui ont pu être connues dans la gestion des affaires dans les années qui précédaient la guerre, les années 30 par exemple. Voilà. Donc il y a un rapprochement à faire. Donc la motivation est tout à fait semblable. Faire quelque chose de bien pour éviter des conflits et ce qui s'était passé avant. Donc il est important de rappeler ça avec cette date, 1946. Oui, on se souvient que, et là c'était la première guerre, de la phrase de Guillaume Apollinaire, à la fin tu es là de ce monde ancien. C'est-à-dire qu'il y a cette idée et cette volonté de
proposer autre chose, un monde meilleur, un monde pacifié. On pourra y revenir à la fin sur la situation actuelle. Alors, je voudrais juste rappeler quelques caractéristiques particulières de l'administration et peut-être du rôle que peuvent y jouer les surdoués, les HQI ou HPI. Alors tout d'abord, un modèle militaire fondé sur l'ordre et la hiérarchie. On remonte là assez loin, aux périodes qui ont suivi la Révolution. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais disons la création des grandes écoles, l'époque évidemment napoléonienne, voilà, glorieuse, début du 19e, donc cette époque glorieuse, création des grandes écoles et mise en place aussi de l'administration. On verra, on doit aussi, tout le monde le sait, à Napoléon le Code civil, important, qui a souvent servi de modèle et qui est toujours en vigueur. Voilà. Donc on est là dans l'intelligence stratégique. Cette intelligence stratégique a été mise en œuvre sur le plan militaire, comme chacun sait, mais aussi elle peut l'être au-delà, dans le cadre de l'administration. Donc on a à partir de là une sorte d'organisation ou de duplication de l'organisation militaire, c'est-à-dire avec des corps, des grades, des catégories, des possibilités évidemment d'évolution interne, de promotion, un peu copié ou calqué, si vous voulez, sur le modèle militaire. L'objectif étant de se donner les meilleurs moyens de la réussite par cet ordre et cette organisation. C'est ce qui va faire un peu les joies de l'administration et aussi des caricaturistes, je pense au 19e, mais aussi au 20e, sur justement ce type d'organisation, c'est-à-dire une forme de soumission, de respect de l'ordre. Et comme toujours lorsqu'il y a exercice d'un pouvoir, donc là, le pouvoir de l'État, pour simplifier, ou des pouvoirs publics en général, c'est évidemment de les brocarder. Alors, des écrivains, des caricaturistes, bien sûr, ont illustré cela. Je vais citer simplement Messieurs les ronds de cuir, de Georges Courteline, et puis vous connaissez aussi chez Alphonse Daudet, le sous-préfet Auchan. À cette époque-là, évidemment, on est dans l'exercice de l'ordre et du pouvoir, pas revenir en détail sur les pouvoirs du préfet, mais il y a évidemment la création des départements. C'est un peu l'État coercitif, représentant de l'ordre, chargé de la sécurité, de la défense, et auquel seraient soumis les individus, les citoyens, les habitants du pays.